Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau samedi matin. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Cet homme est bronzé. Je ne sais pas ce qu'il a. Cet homme est très... Vous êtes beau. Enfin, vous êtes toujours beau, mais là, beau bronzé. J'ai fait de la décapotable cette semaine, voilà. Donc ça permet de bronzer en conduisant. Et puis j'ai mangé sur ma terrasse avec du beau temps. Bon, vous avez bien raison, profitez-en encore un tout petit peu dans le nord de la France, mais ça va se gâter dans l'après-midi. Vous savez que c'est aujourd'hui à Lille où il va faire le plus chaud, 24 degrés. Ah, comme quoi. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils ont aussi dehors. Allez, on parle auto avec vous jusqu'à midi. Et on va parler entre autres, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission, d'intelligence artificielle. C'est quoi le lien avec l'automobile ? Elle s'appelle Sandra. Et vous l'aurez bientôt en tout téléphone quand vous appellerez pour prendre un rendez-vous dans votre concession pour faire, par exemple, l'entretien de votre voiture. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a des situations un peu ubuesques. Vous savez que vous avez des échéances à respecter sur le carnet d'entretien. Ou si vous dépassez la date... et que vous ayez une panne derrière, on vous dira « Ah ben non, vous n'avez pas respecté le planning d'entretien ». Or, des fois, il faut 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois pour avoir un rendez-vous, simplement parce que le téléphone sonne dans le vide. Eh bien, maintenant, il ne sonnera plus dans le vide. Sandra vous répondra. Vous allez voir à quel point c'est efficace. On a vraiment l'impression de dialoguer avec une personne réelle. Vous pouvez toujours lui donner un rendez-vous pour aller dîner. Vous verrez bien si elle accepte ou pas. Mais elle a de la chance, elle. On va parler aussi... alors tiens, je vais parler moi des bonnes nouvelles. C'est que même si j'ai mon super blouson des 24 heures du Mans, il ne s'agira pas des 24 heures du Mans de l'année 2025, mais des courses de Pâques du circuit de Nogaro, puisqu'on va vous offrir des places VIP pour 2 personnes en VIP. Ouais, ça ce sera dans le courant de l'émission. Je vais tout vous dire. Un jeu dans la première heure, un jeu dans la seconde heure. Donc restez bien en notre compagnie. Tout ça en faisant l'éloge de la lenteur. Exactement, parce que Renault, dans son programme, a décidé de s'attaquer aux jeunes. Alors, s'attaquer aux jeunes, faut pas que je le dise comme ça. Non, aux jeunes qui roulent trop vite. Voilà. Donc, ils se sont fait aider par un pilote de Formule 1. Je vais pas dévoiler tout. Voilà. Faut garder le suspense. Et puis, le plaisir, il est aussi par la lenteur. Donc là aussi, on ira aussi à Deauville, où il y a le Deauville classique. Voilà. Très bien. Vous avez compris, tout est dans le titre. On essaie quelle voiture ? On essaie une MG EHS. La nouvelle. Alors, une nouvelle, oui, effectivement, SUV hybride rechargeable, qui fait la même chose que les concurrents pour 10 000 € de moins. Donc, ça on aime bien. Voilà. Et puis, on va aussi prendre le temps de parler de train, alors qu'on parle parler de train, parce que c'est les départs en vacances, alors on parle de train. Non, non. Il faut prendre soin des trains roulants de vos voitures. Ouais. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas forcément, et le contrôle technique détecte pas forcément que vous avez un souci de train roulant. Bon, moi en tout cas, j'ai pas pris le train, et je vais faire un gros câlin, un gros bisou à tous ceux avec qui j'étais sur le salon des 25 Tropez. Je leur ai promis de leur faire un petit coucou en début d'émission, également à tous nos amis dépanneurs que j'ai accompagnés lors du salon de Toulouse, et à Rome où j'ai eu le plaisir d'animer une énorme convention de distributeurs et de garagistes. Voilà, tout le monde a mon gros bisou du samedi matin. Allez, c'est parti, vous êtes avec nous aussi sur Sud Radio, sur la page Facebook où vous nous retrouvez, et vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet avec toutes vos coordonnées. Et puis évidemment, Aude vous attend aujourd'hui, vous pouvez l'appeler maintenant au 0800 26 300 300 si vous avez une question à poser ou une info à partager. À tout de suite, c'est parti, jusqu'à midi, on parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, on va commencer avec cet éloge de la lenteur par Renault. On va accueillir Laurent Alifa, qui est le directeur de la création des contenus marketing de Renault. Oh, dis donc, ça fait long sur une carte de visite. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Bon, il faut parler vite pour arriver à tout dire. Alors vous avez constaté qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont tendance à rouler trop vite, on va le dire comme ça. 52% des accidents mortels sont liés à une vitesse excessive. 52 des accidents mortels liés à une vitesse excessive concernent des jeunes de moins de 35 ans. Donc c'est bien déjà de dire qu'on est encore jeune à 35 ans, ça c'est la première chose. Et vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes. Alors il y a une campagne mondiale avec un pilote de Formule 1. Pourquoi un pilote de Formule 1 ? Eh bien, nous avons en fait cette campagne de sensibilisation dans la presse, et c'est aussi un film qu'on a développé avec ce pilote de Formule 1 qui est Pierre Gasly. On le voit endosser le rôle de coach
et qui guide un jeune conducteur au volant d'une Clio sur le tracé du circuit du Grand Prix de Monaco. Ah oui, pas n'importe lequel, un des plus techniques d'ailleurs. On peut le retrouver où, ce film ? Alors, on le retrouve depuis le week-end dernier à la télévision et puis sur le digital. Et le rôle que l'on a donné à Pierre, c'est de partager des conseils et son expertise de la vitesse pour aider à gagner en confiance au volant, tout en rappelant un message essentiel, que la vitesse appartient au circuit et pas à la route. D'accord. Et vous pensez que le message peut mieux passer avec un pilote de Formule 1 qui, par définition, est là pour rouler le plus vite possible ? Alors, pourquoi un pilote de Formule 1 ? Pourquoi Pierre ? L'univers de la course s'oppose par définition, c'est vrai, à la lenteur. C'est un paradoxe. C'est ce paradoxe qui nous intéressait d'un point de vue efficacité de communication pour interpeller et pour que finalement notre message d'appel à la conduite plus sûre soit mieux entendu. Et le choix de Pierre, je devrais dire, participe aussi à un relais de son engagement personnel qui s'illustre par son soutien à l'association Antoine Alléno et l'aide aux familles victimes. Et donc la notoriété de Pierre nous aide à faire passer ce message auprès des jeunes concernés. Laurent Alifa, vous qui êtes directeur de la création des contenus marketing de Renault, pourquoi maintenant, alors que la vitesse a toujours été un problème depuis tout le temps ? Oui, et pourquoi Renault aujourd'hui ? Voilà, et pourquoi un matin vous êtes levé, vous avez dit tiens, on s'attaque à ça, à ce fléau. Pourquoi ? Alors, on développe chez Renault de nombreuses innovations en matière de sécurité et cette approche, elle est complète. Elle repose sur, 4 piliers. Prévenir, corriger, protéger et secourir. Et l'objectif est d'agir avant, pendant et après l'accident. On a un exemple récent, en février dernier, je ne sais pas si vous avez noté cette actualité, on a ouvert le brevet du Fireman Access. C'est-à-dire qu'on permet à tous les constructeurs automobiles de l'utiliser sous licence gratuite et de faciliter l'intervention des secours en cas de feu sur un véhicule électrique. En fait, on s'est basé sur un partenariat fort avec les sapeurs-pompiers qui nous aident à la formation. On aide à la formation, du secours dans le monde entier et on développe des technologies issues de cette collaboration. Vous l'avez rappelé dans les chiffres, la mortalité, elle est importante et les accidents sur la route sont la principale cause de décès chez les jeunes adultes dans le monde. Et donc, malgré les efforts déployés par les constructeurs pour réduire les accidents et leur sévérité, je pense aux aides actives par exemple, on constate depuis 2010 un ralentissement de la baisse des décès sur les routes. Et vous l'avez dit également, aujourd'hui 52% des accidents mortels liés à une vitesse excessive concernent les moins de 35 ans. Parce qu'ils ne maîtrisent pas assez en fait. Le constat, il est aussi là, Jean-Luc. C'est juste qu'à cet âge-là, on ne maîtrise pas complètement. Le manque d'expérience, puis on se croit, à partir du moment où on a son permis, ça y est, on estime que c'est la liberté totale. Alors, justement, cette liberté totale, vous pouvez la brider parce qu'il y a une deuxième mesure. Alors, ça concerne la France cette fois, mais les propriétaires de Clio peuvent faire brider leur voiture à 110 km/h. Donc, si vous avez... Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de succès, moi, mais je dis ça, je dis rien. Oui, donc rappelons déjà que Clio est un best-seller de la marque. C'est la voiture neuve la plus vendue en France en 2024 et même encore en ce début d'année 2025. C'est aussi un véhicule parmi les plus prisés en véhicule d'occasion. Et il faut rappeler que Clio est aussi le véhicule sur lequel beaucoup de jeunes apprennent à conduire. Donc techniquement, la limitation de vitesse maximale à 110 km/h s'opère grâce à un dispositif de bridage. C'est une opération qui se fait dans le réseau Renault en moins de 30 minutes. D'accord, c'est électronique, on est d'accord. C'est sur le calculateur que se fait l'opération. C'est pas, on vous met pas une cale sous la pédale de l'accélérateur. Exactement. Le bridage, c'est une configuration du calculateur moteur qui est réalisée en après-vente. Ça limite la consigne de vitesse du véhicule, du régulateur et du limiteur, par défaut à 110 km/h. Et une fois activé, le conducteur peut toujours paramétrer son régulateur et son limiteur sans dépasser les 110 km/h. En dessous de 110 km/h, on est d'accord. Vous nous parlez de la Clio, mais ça s'adresse à toutes les générations de Clio ou seulement la dernière ? Seulement la dernière. Alors notre Clio 5, elle est bien présente sur les routes, elle est utilisée par les jeunes conducteurs et on a développé cette offre en priorité pour pouvoir la déployer rapidement, ce qui nous permet d'adresser des véhicules d'occasion déjà en circulation et donc d'avoir un impact immédiat. Laurent Alifa, vous avez fait une étude avant de proposer ce nouveau service de sécurité, on va l'appeler comme ça ?
Comme je le disais, on est engagé dans les enjeux de sécurité depuis de très nombreuses années. On est au contact d'études qui nous montrent la nécessité d'opérer dans les 4 piliers que j'ai mentionnés. Oui, non, mais la question elle n'était pas là. C'est est-ce que vous avez fait une étude auprès d'un public concerné? Savoir s'ils étaient intéressés par ce bridage à 110 km/h. Parce que, a priori, moi, tous ceux que j'ai autour de moi, je leur proposerais ça, mais ils me regarderaient avec des grands yeux en disant non, mais ça va pas. Non, mais on a senti qu'il y avait une réelle demande. C'est l'occasion, en fait, pour les familles de provoquer une discussion au sein du foyer. Ça, c'est pas faux. De sensibiliser les jeunes, les enfants sur cet enjeu majeur. Et puis, l'avantage de notre formule, c'est que il faut passer en atelier. C'est-à-dire que on peut pas, de façon unilatérale, décider de désactiver le système quand on en a marre. Voilà, donc ça participe d'une véritable prise de conscience et d'un engagement. Et vous ne pensez pas que c'était plus... Parce que Ford a fait un système un peu similaire, mais par contre, on peut débrider la voiture soi-même. Par exemple, tu prends l'autoroute. Si vous prêtez la voiture à votre fils, vous bridez la voiture et puis vous la débridez quand c'est vous qui l'utilisez. Il y a même d'autres systèmes. Alors je vais même vous dire, moi j'ai une vieille voiture, entre guillemets, du début des années 90, où il y a une clé au tableau de bord et la clé permet de libérer la pleine puissance ou simplement la moitié. Elle est noire la voiture? Non, elle n'est pas noire celle-là. Non, c'est pas une noire celle-là. Bon, vous me direz déjà avec la moitié de la puissance, il y a 250 chevaux, donc ça suffit déjà à se faire peur. Mais en fait, un système comme ça pourrait pas être envisageable même de le généraliser sur tous les véhicules, d'avoir carrément, je vous dis, la clé qu'on garde et qui permet pas d'avoir la puissance totale ou de brider la vitesse. Et si son enfant qui vient d'avoir son permis prend la voiture, on est sûr au moins qu'il dépassera pas la vitesse maximum autorisée. Alors aujourd'hui, ce bridage, il est disponible sur Clio. Après cette première étape en France, nous allons travailler pour proposer ce service dans d'autres pays. Concernant l'extension à d'autres modèles, je peux vous dire que ce sera à l'étude prochainement. D'accord. Et j'insiste bien sur le fait que pour nous, le passage en atelier dans le réseau Renault est un acte à la fois volontaire et engageant. Donc, imaginons vraiment qu'au sein des familles, ça sera le fruit d'un échange, de débat, et au final d'une décision, je dirais souveraine. Donc, à la différence d'autres approches également valables, ce bridage que nous proposons ne doit pas être retiré unilatéralement par soi-même, et on pense que c'est une garantie supplémentaire. D'accord, mais c'est payant, on est d'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, pour le lancement, le service est proposé au prix de 59 € par opération. Ah, par opération, c'est-à-dire le bridage et le débridage. Le bridage, ça coûte 59 €, et le débridage, ça coûte 59 €. Vous avez tout compris. Est-ce que vraiment, Laurent, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, vous qui êtes le directeur de la création du contenu marketing de Renault, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez avoir du succès? Vraiment, je préfère. Je mets les pieds dans le plat. On en parle, c'est très bien. Et puis c'est bien de sensibiliser. Ce qui me gêne un peu, c'est d'aller au garage, de payer 59 €. Alors la discussion en famille, je trouve que c'est vraiment top. Il n'y a pas de souci là-dessus. Que nos jeunes conduisent moins vite, parce qu'au début, quand on a le permis, on est un peu foufou. Oui. Ok. Mais payer 59 € dans un sens, puis repayer 59 € pour redébrider. Obliger nos jeunes à ne plus rouler à 130 sur l'autoroute quand ils vont vouloir prendre l'autoroute. Voilà. J'émets des doutes en tant que femme, maman et conductrice. Mais je peux me tromper, et auquel cas, je ferai amende honorable. C'est un petit peu tôt pour faire un bilan d'opération qui vient de débuter, ouais. On en parlera alors. On en parle dans un an. C'est très bien. On prend rendez-vous, Laurent. C'est vraiment une très très bonne idée. Mais sur le papier, c'est une bonne idée. Ouais. Et puis le fait d'avoir pris un pilote de F1 pour que les jeunes comprennent que la vitesse, effectivement, c'est sur un circuit et pas sur la route, ça c'est bien aussi. Ouais. Non, franchement, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand vous vous rappelez, Jean-Luc, les accidentologies liées à la vitesse au moins de 35 ans, voilà, si on peut sauver des vies grâce à ça, mais c'est une très très bonne idée. Affaire à suivre. Ouais. Merci Laurent Alifa. Je vous en prie, avec plaisir. Merci, directeur de la création des contenus marketing de Renault, qui était avec nous sur Sud Radio ce matin dans Parle Auto. Dans quelques instants, on va vous donner la parole puisque vous avez une question à poser. Et normalement, si tout va bien, c'est Alain qui nous a envoyé un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Je vous rappelle qu'on les traite dans l'ordre d'arrivée chronologique. Donc soyez pas trop impatients, votre tour arrivera. Jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien On Parle Auto et toutes vos coordonnées en plus de votre question. À tout de suite.
Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous savez qu'à 10h30, nous avons rendez-vous avec l'essai de la semaine. Et attention, j'ai la sensation qu'il y a un jeu qui va pas tarder à arriver. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Juste, ce sera pour gagner des places VIP pour 2 personnes pour aller vivre les célèbres courses de Pâques sur le circuit de Nogaro. On accueille Alain tout de suite au 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Jean-Luc et bonjour Laurence. Je suis content de vous avoir. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Eh ben avec plaisir. Eh ben, on vous écoute avec attention parce que ça va concerner beaucoup de gens. Voilà, je crois. Et au milieu de nos campagnes, on est bien isolés. Donc voilà, je voulais un spécialiste. Et là, je suis bien tombé, j'espère. Et c'est quoi voilà. vos campagnes? Donc, Excusez-moi Alain, elle est où votre campagne? c'est dans les Landes. Ah, on adore. Ouais. Voilà. Surtout la cuisine. Bon, allez-y. Pas que. Donc j'ai un problème de FAP. Ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, j'ai mangé un Berlago diesel. Là, au niveau du tableau de bord, chez un témoin qui s'allume, c'était le premier témoin, c'était un risque de colmatage du FAP. D'accord. Donc je me suis dit ça y est, ma voiture a 60 000 km, j'étais obligé d'y passer, je sais que ça coûte cher. Donc je prends tout de suite rendez-vous au garage, concession, Citroën, et je l'amène. Donc ils vérifient avec leur calculateur. Et ils trouvent il est colmaté à 100%, donc il faut le changer. Donc voilà, donc je dis ça va me coûter combien? Alors ils me proposent 1 200 € pour changer le FAP. Alors je dis moi c'est ce que je gagne par mois, donc je dis je veux pas acheter une nouvelle voiture, je veux juste changer mon FAP. Donc finalement il me dit je prends rendez-vous quelques jours après. Et puis suite à ça, donc je rentre chez moi, puis je vais me procurer je vais voir sur internet un petit peu pour tout ce qui est sur cette histoire du FAP et tout, parce que l'entretien c'est moi qui le fais, mais je pensais pas qu'il y avait des entretiens là-dessus. Donc je vais voir sur internet, et là donc je vois qu'il y a pas mal de solutions qui sont proposées, plutôt que de le changer. Alors comment? Rien, on n'en a pas parlé du tout chez Citroën. Et donc je me renseigne sur certaines enseignes de réparation comme Feu Vert ou Leclerc. Et on me propose dans un premier temps. Alors oui, voilà. Donc ça c'est le premier jour. Ensuite, quelques jours après, j'ai un deuxième message qui se met en marche. Et ce deuxième message, c'est niveau du liquide FAP. Alors là, je me dis tiens, c'est bizarre qu'il y a un niveau liquide FAP. Alors maintenant, j'ai plus le risque de colmatage, j'ai niveau liquide. Donc c'est là que je me suis préoccupé de toutes ces choses-là. Et on m'a dit que une des premières choses à faire, on pourrait déjà mettre du niveau pour voir le niveau du liquide, pour mettre de la sérine pour voir si en remettant le compteur à zéro, si ça va remarcher normalement, puisque si c'est le niveau, c'est pas le colmatage, si c'est le niveau. Alors, Il faut, je vais, oui, on parce va que là, essayer parce qu'on a perdu Laurence. Alors, un filtre à particules, ça va, comment ça fonctionne? Il retient les particules, donc il va se boucher petit à petit, et il y a un moment, il faut arriver à brûler ces particules qui sont retenues. c'est un peu comme le une filtre à nid particules. d'abeilles en fait à l'intérieur. La température de combustion de ces particules, c'est entre 550 et 600 degrés. Or, quand vous roulez normalement, vous n'arrivez pas à une température de 550 ou 600 degrés dans le filtre à particules. Donc, il y a 2 solutions ensuite. Il y a une solution avec un catalyseur en amont du filtre à particules qui va permettre, en injectant du carburant dans le filtre à particules, de brûler ces particules. Et il y a une solution qui a été développée à l'époque par PSA avec un additif. C'est en fait exactement. Non, c'est pas du tout l'AdBlue, c'est encore autre chose. Non, c'est un mélange d'oxyde de fer et d'oxyde de cérium qui va permettre d'abaisser la température de combustion des particules. Vous gagnez 100 degrés. Donc, au lieu de les brûler entre 550 et 600, vous allez les brûler à partir de 450 degrés. Donc, ça vous permet d'avoir des régénérations qui vont être à la fois plus fréquente, parce qu'une régénération, ça consomme du carburant. Comme je vous ai dit, c'est du carburant qui n'est pas brûlé dans le moteur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très important de bien prendre soin de ces injecteurs, parce qu'un injecteur, aujourd'hui, sur les injecteurs, sur les diesels, il y a jusqu'à 8 injections successives, et la dernière, elle sert souvent justement à injecter du carburant qui va pas être brûlé dans la chambre de combustion, qui va passer dans l'échappement et qui va servir à régénérer le filtre à particules. Donc si cette micro-injection ne se fait pas parce que l'injecteur commence à être obturé, eh bien, votre filtre à particules va se boucher petit à petit. Donc, vous avez compris, il y a un additif qui va être injecté. Et cet additif, il y a un niveau
donc votre première alerte qui disait attention, le FAP va se boucher, oui, c'est normal puisque votre niveau devait être bas, donc vous avez rechargé. Ce qui m'étonne quand même, c'est que normalement, alors on peut acheter cet additif, hein. Vous pouvez l'acheter dans les centres auto, ça se trouve à peu près partout. C'est pas extrêmement onéreux, mais en général, il faut réinitialiser le calculateur. Alors vous me dites, vous avez refait le plein, c'est ça? Et le message s'est effacé? Ah non, ce qui m'étonne, c'est que le premier message, dès que j'allume ma voiture, c'est risque le colmatage du FAP. Oui, donc déjà, c'est mon premier truc. Voilà. Ouais. Donc j'ai pris des dispositions. Le lendemain, quand je redémarre la voiture, je n'ai plus risque colmatage du FAP, mais j'ai niveau liquide de FAP. Alors déjà, je me suis dit, s'il y a liquide, déjà, on va voir ça. Donc vous avez refait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté du liquide? Non, pas du tout. Pas encore. Non, ça y est, c'est fait là. Mais si vous voulez, quand j'ai vu ça, je suis allé au garage et ils m'ont dit qu'il fallait changer le filtre. Et comme c'était 1 200 €, j'ai dit c'est pas possible, c'est trop cher. Non, déjà, alors donc, de toute façon. Je suis allé voir une enseigne, soit Leclerc ou Feu Vert, et on m'a dit, ce qu'on va faire, on va vous mettre le niveau d'abord pour voir, c'est pas la peine de le changer. On va d'abord mettre le niveau et voir ce qu'il en est. Donc ils ont mis le niveau avec la série, ils m'ont mis le réservoir, ils m'ont pris 100 € entre parenthèses. Et non, mais ils ont mis le réservoir, ça, c'est ils normal. l'ont mis à 0. Et ils ont remis à 0 avec leur machine, parce que moi, je ne peux pas le faire moi-même. D'accord. Mais c'est normal, maintenant, il n'y a plus de problème. Alain, c'est normal, il y a la main-d'œuvre quand même. Hein. Alain, maintenant. Oui, on est d'accord. Personne ne travaille gratuitement. J'ai des histoires à raconter là-dessus, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Non, on n'a pas assez. Et encore, vous n'avez pas payé très cher, parce que la mise à niveau, c'est 150 € la prestation, normalement. Donc. Voilà, donc là, maintenant, j'ai plus de soucis. Alors, vous n'avez plus de soucis pour le moment, mais. Votre voiture a 160 000 km, c'est ce que vous m'avez dit. Tout à fait. Même avec les régénérations du FAP et avec ce produit, il va quand même se colmater petit à petit, votre filtre à particules. On fait quoi? La durée de vie donnée par PSA, c'est 160 000 km. Donc vous êtes juste limite. Alors ce qu'il faudrait, c'est une mesure de pression différentielle. C'est un peu compliqué, c'est de mesurer la contre-pression à l'échappement avant le filtre à particules et après le filtre à particules. Ça vous donnera une idée du niveau de colmatage du filtre à particules. Après, il existe des produits, on en parle souvent, ils sont assez onéreux, qui permettent de bien dégager les bronches du filtre à particules. Je l'ai dit tout à l'heure, oxyde de fer, oxyde de cérium, c'est ces deux produits-là en forte concentration qui vous permettent vraiment de faire une régénération encore plus poussée. Vous pouvez aussi faire une régénération poussée en atelier, une régénération forcée. Vous pouvez enfin, avant de passer au remplacement du FAP, l'envoyer, le démonter et l'envoyer à des sociétés spécialisées qui font du nettoyage de filtres à particules. Mais moi, dans votre cas, ce que je ferais là, alors Alain, je le fais jamais, mais ce que je vais vous proposer, c'est de vous envoyer un bidon de produits pour nettoyer le FAP. C'est un cadeau qu'on va vous faire. Je sais qui je vais taxer, voilà. et on va prendre vos coordonnées. Je vous enverrai ça. Vous ferez ce traitement-là. C'est pas un produit miracle, mais ça vous permettra de prolonger peut-être de quelques dizaines de milliers de kilomètres la durée de vie de votre FAP. Voilà. Et puis renseignez-vous. Mais tous ceux qui nous écoutent, il faut bien qu'ils sachent que sur les diesels modernes, aujourd'hui, on a empilé les systèmes de dépollution. On a une vanne EGR, un catalyseur d'oxydation, un catalyseur SCR. C'est ça où il y a le fameux AdBlue. On a ensuite le filtre à particules. Et puis derrière, on a même sur certains des filtres, parce que quand on a tous ces systèmes-là, on génère de l'ammoniac et on a sur les derniers modèles encore un filtre pour l'ammoniac derrière. Donc vous imaginez bien tout ça empilé. Il y a un moment, forcément, ça vieillit et ça fonctionne moins bien. Bon ben voilà, là, en tout cas, on s'occupe de vous. L'ami Jean-Luc va appeler la personne qu'il faut pour vous envoyer ce qu'il vous faut également. Attention, messieurs, dames qui écoutez l'émission On parle auto, on peut pas le faire pour tout le monde. Ne tombez pas sur Aude au 0826 300 300. Mais oui, et je suis totalement d'accord et je trouve que il a même raison, si il a été pris pour un jambon par le concessionnaire au début. Qui lui dit il faut changer le FAP. Vous y allez là, l'ami Jean-Luc, là, je vais vous changer votre vocal. Alain, je suis désolée, malheureusement, on vous fait un gros bisou. On est pris par la montre. Vous savez que je suis madame la maîtresse du temps. Je suis obligée. On vous embrasse fort et l'ami Jean-Luc vous s'occupe de vous et je le surveille. Vous inquiétez pas. Allez, à suivre. On va parler, on parle auto avec l'essai de la semaine et puis juste après, je crois qu'un premier jeu arrive, mais j'ai rien dit moi, rien du tout. Sud Radio, on parle auto.
et on prend le volant. Et on va prendre le volant avec l'ami Jean-Luc. Un volant que vous allez pouvoir retrouver en totalité sur la page YouTube de Sud Radio. En résumé, maintenant sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, sauf ceux qui sont en voiture en ce moment, ils pourront pas regarder. Ils ne regardent pas la vidéo. Voilà, oui, mais on va embrasser Muriel et Jean-Pierre qui prennent la route pour aller à Deauville. On les embrasse très fort et c'est Anthony qui leur fait un petit coucou. Ils pourront aller au salon à Deauville. Ouais. Alors, on parle du MG EHS. En fait, il a été commercialisé il y a 5 ans, ce SUV compact hybride rechargeable de la marque chinoise MG. Et au bout de 5 ans, non, c'est le nouveau celui-là, Laurence. Plus vaste, plus puissant, offrant une autonomie électrique doublée pour à peine plus cher. Bon, il va faire de l'ombre évidemment aux concurrents français, Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross. Alors comme beaucoup de véhicules chinois, un style assez consensuel, mais que je trouve plutôt élégant. C'est une grande voiture, 4,67 m de long, c'est 13 cm de plus qu'un Peugeot 3008. Seuls les bas de caisse paraissent un peu incongrus, on dirait qu'ils sont sortis d'un magasin de tuning. La raison de leur présence, c'est que la grosse batterie occupe tout le sous-bassement. Il a donc fallu passer l'échappement sur le côté et ces marchepieds sont là pour cacher la misère. Bon, la présence de cette grosse batterie de 21,4 kWh de capacité ampute aussi le volume du coffre qui n'affiche que 441 litres malgré la taille conséquente de la voiture. C'est un des défauts. Bon, si le coffre n'est pas immense, en revanche, le MG EHS se rattrape en habitabilité aux places arrière. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes et surtout, il y a 3 vraies place. Il y a du simili-cuir absolument partout avec des surpiqûres. On le retrouve dans tous les endroits de l'habitacle. Ça confère une excellente qualité perçue. Le seul morceau de plastique dur qu'on peut trouver, c'est le couvercle de la boîte à gants. Pour le reste, les matériaux sont de bonne qualité et la présentation, alors n'ayons pas peur de le dire, est plus flatteuse que dans les BMW les plus récentes. Voilà, c'est dit. L'instrumentation rappelle d'ailleurs celle des Allemandes de Munich avec une grande dalle qui est composée de 2 écrans de 12,3 pouces. Le premier face au conducteur sert à afficher les compteurs. Le second, il est tactile, il regroupe l'essentiel des fonctions d'infodivertissement et puis de paramétrage de la voiture. La prise en main est assez intuitive, mais il faut passer par des menus, des sous-menus pour certaines commandes qui impliquent de s'arrêter pour virer les fameuses aides à la conduite que je déteste. Voilà, il y a quand même quelques raccourcis sous l'écran central et puis sur le volant il y a des touches programmables. Il y a 2 touches programmables, une de chaque côté du volant. Donc on peut, par exemple, si vous voulez l'alerte de survitesse qu'il faut virer ou le maintien automatique dans la file qu'il faut virer aussi, vous pouvez les programmer sur le volant. Voilà. La console centrale regroupe assez peu de commandes. Il y a juste le levier de vitesse et la touche de contrôle en descente. C'est quoi la touche de contrôle en descente ? Quand vous êtes dans une grande descente, vous appuyez dessus et vous touchez à rien, ça descend tout seul. Voilà, sans prendre d'élan. À l'inverse, il y a vraiment du monde sous le capot avec pas moins de 3 moteurs. Le principal, c'est le moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 184 chevaux et 340 Nm de couple. Il entraîne les roues avant via un réducteur. Et puis, pour lui prêter main forte, on trouve ensuite un moteur à essence 4 cylindres, 1,5 litre turbo développant 143 chevaux qui va entraîner soit un générateur de 150 chevaux pour fournir l'énergie électrique au moteur principal ou à la batterie, soit via une boîte automatique à 2 rapports, directement les roues avant, au-delà de 75 km/h, puissance totale 272 chevaux. On démarre toujours en électrique dans une ambiance de douceur générale avec des sièges confortables et une suspension plutôt réglée souple. Le mode électrique qu'on peut sélectionner est particulièrement adapté à la circulation en ville, avec une belle vivacité au démarrage, 340 Nm de couple. Et puis, malgré les roues de 19 pouces, les ralentisseurs sont avalés sans secousse. Et puis, cette puissance électrique importante permet aussi de rouler même jusqu'à 130 km/h sur autoroute. J'ai vraiment été surpris par l'autonomie électrique. En général, quand un constructeur annonce une autonomie électrique sur un hybride rechargeable, quand on fait 70% de ce qu'il a annoncé, c'est bien. Et bien là, avec la grosse batterie de 21,4 kWh, j'ai fait exactement les 100 km annoncés par le constructeur en roulant gentiment. Je suis plus sceptique sur la puissance totale annoncée de 272 chevaux, surtout lorsque la batterie est vide, entre guillemets, puisqu'elle n'est jamais vide. Lorsqu'on accélère à fond pour doubler, il y a déjà un temps de réaction de la mécanique de presque 3 secondes, c'est long. Et puis les reprises n'ont rien de canon. Même en mode sport, on a toujours un petit temps de réponse. Et puis là aussi, on se demande bien où sont passés les 350 Nm de couple.
c'est beaucoup plus satisfaisant en termes de comportement malgré les 1885 kilos. La caisse est bien tenue dans les virages et puis les réactions sont saines. En plus, la mécanique a le bon goût de ne pas brailler lors des fortes accélérations comme sur les autres modèles hybrides. Autre bonne surprise, la consommation en mode hybride. Habituellement, lorsque la batterie des hybrides rechargeables est vide, l'appétit s'envole. Pendant mon essai, j'ai consommé en moyenne 5,6 litres au 100. C'est vraiment bien, d'autant que le réservoir de 55 litres autorise une autonomie globale, si vous prenez l'électrique et l'essence, de pas loin de 1000 km. C'est dommage en revanche que MG n'ait pas doté le HS d'une recharge rapide en courant continu, comme certains concurrents, avec une allure en courant alternatif de 11 kW. Il faut 3h30 pour recharger la batterie. Si vous vous arrêtez par exemple dans un resto étoilé le midi, en général il y a des bornes de charge rapide, eh bien vous ne pourrez pas recharger la batterie, sauf à rester 3h30 à table. Oui, enfin dans un étoilé, ça ne vous dérangera pas, je pense. Voilà. Ouais. Alors si vous vous arrêtez chez McDo, en revanche, c'est pas possible. C'est inconvénient, rassurez-vous, il est vite oublié quand on passe au tarif. Notre version Luxury, c'est le top, il n'y a pas d'option. Ultra équipé, garantie 7 ans, 150 000 km, coûte en effet 39 900 €. La version en finition confort de base, entre guillemets, coûte 37 990 €. Si vous voulez un équipement équivalent sur un modèle, on va dire les européens pour pas dire français, il faut rajouter 10 000 € de plus. Vous voyez, les Chinois, surtout ce qui fait peur, c'est le temps de réaction, où il y avait des imperfections sur le modèle d'avant. 4 ans après, ils nous sortent un nouveau modèle qui a gommé ces imperfections, et malheureusement, ils en sont là. J'ai essayé encore d'autres modèles. Bientôt, on fera l'essai de la petite MG3 hybride qui avait 3 gros défauts. La nouvelle version 2025 a gommé les 3 gros défauts pour le même prix. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Et puis en même temps, ils vont dans l'air du temps et ils le font bien. Donc si on a une autonomie totale, tout compris d'à peu près 1000 km et qu'on a besoin de 3h30 pour charger dans un restaurant étoilé, je vous propose, vous et moi, d'aller chez l'ami Goujon à Fonjoncouze. On est complètement du côté de Narbonne. On peut aller dans tous les restos étoilés de France avec 1000 bornes. Allons carrément du côté de Narbonne. Vous allez voir, l'auberge du Vieux-Puy, c'est un vrai bonheur. Bon, Par contre, merci. À midi, on n'y sera pas. Non, mais on peut y aller demain. On part maintenant, après l'émission, on y est demain. On dort, ils ont un hôtel et tout. Gilles, si tu nous entends, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'entièreté de l'essai, vous le retrouvez bien sûr sur la page YouTube de Sud Radio. Vous le savez, vous êtes plus d'1 million maintenant à nous suivre de followers et ça nous fait très plaisir. Mais dites donc, c'est quoi ça? Mais qu'entends-je? Couis-je? Serait-ce donc la musique du jeu? On vous offre avec Sud Radio et le circuit de Nogaro des entrées pour 2 personnes en VIP. Donc vous allez être chouchoutés pour aller vivre les courses de Pâques. Bah oui, les courses de Pâques, c'est quand même des courses extrêmement célèbres. En plus, c'est ce course-là qui ouvre tout le calendrier des courses de l'année. Donc c'est vraiment le premier rendez-vous hyper important. La question est la suivante pour gagner une entrée pour 2 personnes en VIP. En quelle année ont été créées les courses de Pâques, les fameuses courses de Pâques? En quelle année? Je vous donne 3 possibilités. 1928, vous étiez né. Ah non, pas vous. 1968 ou 2008. 1928, 68 ou 2008. Aude vous attend au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Surtout restez avec nous, parce que vous savez que juste après midi, on va parler de nos trains, parce que c'est important, les trains de la voiture. Mais tout de suite, on va accélérer. Oui, on va surtout accueillir Grégory, qui a priori, on a un petit souci, qui vient de raccrocher, mais on va le rappeler. Grégory Gouillardon, qui est responsable relations presse et corporate de chez Audi, parce qu'on va parler du fait qu'Audi, Jean-Luc, accélère la mobilité sur le programme électrique. Exactement. Ouais, pourquoi ils font ça? Vous savez, il y a un constructeur américain là ça commence par un T, ça finit par un A. Voilà. Tesla qui, au départ, a lancé un programme auquel personne ne croyait et puis qui finalement a eu pas mal de réussite, même si en ce moment ça va un petit peu moins bien. Donc évidemment tout le monde remet un petit cran sur la mobilité électrique et c'est le cas d'Audi avec en particulier des hubs de charge. On va en parler. Le cousin hub. Grégory, on a retrouvé Grégory Gouillardon. Bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous?
Très bien, merci. Alors comme ça, on connaît le cousin Hub. Écoutez, oui, le cousin européen, puisque effectivement, c'est principalement en Europe, et on en a aussi à Tokyo, mais effectivement, ouais, on connaît le cousin Hub et maintenant en France, tout à fait. D'accord. Alors expliquez-nous ce que c'est que ces hubs de charge. Ça ressemble un peu. Alors je parlais évidemment de l'exemple de Tesla juste avant. C'est les superchargeurs Tesla installés un peu partout. C'est un peu sur ce modèle-là. Comment ça fonctionne ? C'est pas franchement sur ce modèle-là dans le principe, déjà pour une fonction simple, c'est que c'est ouvert à tous les utilisateurs et pas uniquement les utilisateurs de véhicules électriques Audi. C'est ouvert à tous les véhicules électriques, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est plutôt, je devrais faire le parallèle sur un salon d'attente façon un salon de compagnie aérienne, puisque finalement ces hubs, ils ont plusieurs spécificités. Le premier, c'est que c'est une station de recharge bien sûr, mais d'attente aussi. Si on prend le cas de celui qui a été ouvert en France récemment à Chambéry, il est accolé à la concession Jeanlin Mobilité, qui est d'ailleurs partie prenante dans le développement de ce hub, et qui permet donc aux utilisateurs de véhicules électriques, certes de se recharger, mais aussi d'avoir un salon d'accueil avec des prestations, travailler, prendre une pause, évidemment dans notre cas, découvrir la gamme Audi qui est associée. Mais si je prends d'autres hubs en Europe, on va avoir des possibilités de déjeuner, se restaurer, patienter, travailler avec du Wi-Fi, le temps de sa recharge, et même plus, puisque finalement les recharges sont assez rapides. C'est ce que j'allais vous dire, c'est du fast-food, parce que vous avez justement des bornes de charge ultra rapides qui sont proposées sur ces hubs. Exactement, on est sur les spécificités techniques de ces stations de charge, c'est effectivement du très haut débit de charge, donc on est sur du 320 kg proposé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart des spécificités fonctionnent avec des ombrières photovoltaïques, puisque l'énergie produite est produite via l'énergie verte. Et puis là aussi, pour faire la boucle en termes de réduction de CO2, le stockage, puisqu'on le sait, l'énergie, la difficulté, c'est son stockage. Il faut la capter à un instant T et la distribuer à un T+1. Son stockage est fait principalement sur des batteries recyclées, donc des batteries, une seconde vie de batteries de véhicules électriques. Voilà pour ce qui se cache derrière. Et puis pour le côté utilisateur, le principe, c'est clairement une station de recharge avec une prestation d'attente et d'accueil. Donc pour être plutôt dans un paysage urbain, que sur les stations qu'on connaît sur les systèmes autoroutiers. Grégory, vous dites de dire quelque chose d'hyper, enfin moi qui m'intéresse, Grégory Gouillardon, les batteries qui stockent au niveau des hubs, ce sont des vieilles batteries ? Alors vieilles, ce sont des batteries recyclées. Oui, c'est vachement bien. Batterie de seconde vie, oui, c'est mais drôlement bien. c'est une très bonne solution. Ça y est, on est en train de passer un cap. Oui, mais ça permet de stocker justement Bien l'énergie sûr. solaire. On n'a pas forcément besoin de consommer au moment où elle est produite. On la stocke dans des batteries. Et puis là, en plus, ce que vous proposez, vous avez dit des bornes de charge ultra rapides, mais surtout, si tout le monde se branche, on a quand même une puissance suffisante pour alimenter à plus de 300 kW tous les véhicules qui vont être branchés, bien qu'eux, ils prennent pas. Tout à fait. On ne subdivise pas la puissance comme on peut le trouver parfois sur des stations d'autoroute. C'est le principe, effectivement. Et ça, c'est le principe du fait du stockage, justement, de l'énergie. On n'est pas forcément à l'instant T. Ouais. Alors on parlait donc de vitesse de charge ultra rapide. Audi a développé une nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme Premium électrique. Vous allez nous expliquer. C'est vrai que là vous avez aussi des vitesses de charge qui sont supérieures pratiquement à tout ce qu'on peut trouver dans la concurrence pour le moment, parce que ça progresse assez vite. Dans le détail, c'est quoi exactement ? Alors, effectivement, vous l'avez dit Jean-Luc, toute la concurrence avance, et le principe de la voiture électrique finalement c'est quoi ? C'est bien sûr une grande autonomie par une capacité de batterie. C'est pour ça qu'en standard sur notre plateforme PPE dont vous venez de parler, on offre 100 kg de batterie. Mais c'est aussi la capacité de recharger vite. Et le recharger vite, c'est pouvoir recharger à 270 kW un débit de batterie. Et ça, c'est un point qui est clé, puisque finalement, on a tous besoin d'arrêter lorsqu'on conduit un véhicule sur un long trajet, pour des besoins physiologiques, de repos, etc. Et le principe, c'est que aujourd'hui, notre plateforme Premium Plateforme électrique, pour une plateforme qu'on partage avec nos cousins de chez Porsche, et qui équipe aujourd'hui l'Audi A6 e-tron et l'Audi Q6 e-tron, et une plateforme qui intègre justement ces nouvelles technologies. On va pouvoir recharger vite, avoir des fortes capacités de charge et de stockage de la batterie, de l'énergie. Et ça, c'est un point clé justement pour les utilisateurs. Il y a d'autres évolutions. Il y a évidemment la technologie 800 volts. Je pense que c'est important qu'on fasse un petit arrêt sur ce sujet-là. Et puis, il y a également le côté réduction de l'énergie. Je fais juste un petit focus sans rentrer dans la technique.
un moteur, il consomme de l'énergie, même un moteur à combustion, pour fonctionner. Et ce qui est important, c'est que le rendement d'un moteur à combustion, on s'en est souvent affranchi, puisque finalement, on développe assez d'énergie pour mouvoir le véhicule. Sur un véhicule électrique, c'est différent, on a besoin d'être très efficient. Et cette nouvelle plateforme, elle va réduire, à près de moitié, la consommation énergie propre du moteur, c'est-à-dire son énergie de fonctionnement avant même de déplacer le véhicule. Et ça, c'est un point clé sur un bénéfice utilisateur. Voilà, par rapport à un moteur ISO de la génération précédente, on a à peu près un tiers de nos réductions de consommation énergétique, avant même de déplacer un véhicule, si on met tout bout à bout. Et ça, c'est un point clé, ce qui va permettre de proposer des autonomies jusqu'à 750 km sur la récente Audi. Oui, mais là, vous nous parlez de la voiture alors qu'on parlait des hubs et des... Non, mais la voiture, c'est important. Non, mais on est d'accord. En fait, on est d'accord que l'environnement électrique, c'est un tout, quoi. Oui, mais du coup, la recharge, la voiture. La question que je voulais poser, c'est quoi l'intérêt pour Audi, si ce n'est d'accueillir des clients et d'en attirer, de faire des hubs électriques? Alors c'est une bonne question, Laurence. L'intérêt, c'est déjà de continuer un déploiement qui se fait à l'échelle mondiale et principalement européenne de ces stations, qui sont des stations qui vont proposer au-delà de la charge un service. Et on est une marque premium et on se doit d'offrir un service avec, encore une fois, je disais, de la restauration, de l'attente. Mais c'est surtout la possibilité d'être dans un paysage urbain. Aujourd'hui, on a un réseau de charge européen qui se développe énormément et c'est un point très positif, notamment sur les axes, encore une fois, routiers. Là, c'est la possibilité d'être complémentaire avec une installation de stations en paysage urbain, mais d'installation rapide en paysage urbain. Et c'est ça le point clé de ces hubs, c'est de pouvoir proposer de la recharge rapide, mais en même temps de la prestation d'attente dans un paysage où on est plutôt à proximité de son quotidien plutôt statique, que ce soit à domicile, au travail, ou même dans une activité commerciale et loisirs, plutôt que sur le côté transfert d'un point A à un point B sur le côté autoroutier. C'est clairement la philosophie de ces hubs. Ouais, il y a un côté marketing aussi, parce que vous nous dites c'est ouvert à tout le monde, et là, en l'occurrence, vous avez la concession Audi qui est juste à côté. Ça veut dire que je m'arrête avec ma Mercedes pour faire le plein, vous me vendez une Audi pendant que je recharge ma voiture. Non, mais là, c'est intelligent. Moi, pour le coup, je trouve que c'est bien vu. Chambéry, c'est le premier hub ouvert en France, et on a d'autres qui sont prévus? Aujourd'hui, c'est le seul projet en cours de fabrication. Je tiens à souligner en France, je tiens à souligner que c'est une initiative qui est partagée bien sûr entre Audi France, Audi AG en Allemagne et Jeanlin Mobilité, le partenaire. Donc c'est une relation tripartite. Donc oui, c'est un projet qui est libre d'être répété si d'autres distributeurs ont envie de renouveler le projet. Aujourd'hui, on n'a pas de projet comme ça en construction. C'est extrêmement ambitieux. Il faut le souligner quand même sur les investissements. Mais puisque vous en parlez, on a une idée des prix d'installation? Non, on n'a pas des coûts d'installation, ce sont des amortissements long terme. Et carrément, et les prix au kilowatt, combien ça coûte de recharger sur ce hub? En fait, les prix sont accessibles à toutes les offres de recharge, donc que ce soit Total Energy ou avec la carte d'énergie, et il va dépendre effectivement de l'opérateur. On est sur les mêmes tarifs que pratiqués sur d'autres opérateurs avec des remises. Effectivement, quand vous êtes un client Audi avec la carte Audi Charging, on va avoir des offres forcément préférentielles, mais avec tous les fournisseurs, c'est compatible et chaque fournisseur pratique son tarif. Donc pour le coup, c'est le principe. Bon, ça fait sourire Laurence parce que tout à l'heure on parlait donc des batteries de seconde vie qui permettent d'alimenter ce hub de recharge, mais ces batteries de seconde vie, ces batteries de seconde vie, vous en servez pour autre chose. J'ai fait passer le communiqué de presse à Laurence et ça l'a fait rigoler. Les modules de batterie Audi e-tron, réutilisation en seconde vie. Les modules de batterie Audi e-tron permettent d'électrifier les vélos-taxis en Inde. Exactement, c'était les prémices. En fait, la première génération d'Audi e-tron, qui date de 2018, ce sont des batteries, non pas des véhicules de série, mais des véhicules qui ont servi de test et de développement en vue de cette sortie en 2018. Ces batteries, elles ont fait donc de la R&D, et au terme de ça, lorsque le véhicule est sorti, toutes ces batteries, plutôt que de les jeter, elles ont été effectivement exploitées pour des projets, ce que vous parlez, donc les fameux tuk-tuk en Inde. Et ça, cool. Bien sûr, c'est un clin d'œil, mais c'est clairement la philosophie. Il y a une vraie volonté de réduire nos émissions de CO2 sur tout le parcours. Aussi bien dans la production que dans la destruction. C'est vraiment une bonne idée. Alors, juste un petit scoop avant de se quitter. Les nouveaux modèles Audi qui vont arriver, c'est quoi ? Même ceux qu'on ne connaît pas encore. Je vous le fais rapidement, mais concrètement, je vous ai parlé d'Audi Q7 e-tron en 100% électrique. Cette année, on a lancé l'Audi A3, qui est clairement celle qui a créé le compact premium et qui est notre best-seller. Aujourd'hui, elle est en plug-in hybride avec une offre à 140 km d'autonomie. Et récemment, on a lancé l'Audi A5, l'Audi A6,
et l'Audi Q5 avec une philosophie chez Audi. On a à cœur de dire qu'on peut offrir le meilleur des trois mondes, c'est-à-dire que ces produits sont à chaque fois proposés soit en tout électrique, soit en hybride rechargeable, soit en thermique avec des solutions de micro-hybridation. On appelle ça le MHEV+. C'est concrètement un moteur thermique avec une batterie de 48 volts qui permet de réduire les émissions de consommation et évidemment la fiscalité, et également d'offrir des regains de puissance additionnels puisque cette batterie se recharge automatiquement en régénération. Bon, ben voilà, en tout cas, vous avez... Plus aucun modèle purement thermique chez Audi, alors. On n'a plus aucun modèle purement thermique. On a toujours une forme d'hybridation, effectivement, sur tous nos modèles. Exactement. Okay, c'est la merci. philosophie. Merci beaucoup. Alors là, pour le coup, on a fait de la pub à Audi. Alors, le chèque, on vous l'envoie où et à quelle adresse? Merci Grégory. Non, mais évidemment, on aime autant Audi que Mercedes, que Renault, que Peugeot, que Citroën, que Fiat, que tout le monde. Donc voilà. Dans quelques instants, eh bien, nous, on va refaire un point sur l'actualité et on va parler pneus. Et puis, je crois qu'on va accueillir l'une des gagnantes déjà des courses de Pâques et ne soyez pas déçus, on aura un autre jeu avant la fin de l'émission pour vous permettre de gagner de nouveau des entrées en VIP pour 2 personnes pour ces fameuses courses de Pâques qui vont se dérouler le 19, 20 et 21 avril prochain. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Nous allons évidemment avoir beaucoup de plaisir à aller se promener alors qu'il fait encore à peu près beau sur la partie nord de la France du côté de Deauville dans notre rendez-vous classique. Il ne faut pas dire nord pour Deauville, ça va pas leur plaire. C'est nord-ouest, monsieur. C'est ouest. Ah, c'est nord-ouest par rapport. Allez, d'accord. On va aller à Deauville savoir s'il fait beau et en tout cas même s'il fait pas beau, il y a une très belle expo. On ira donc au Deauville Classique, 2e édition. Alors Deauville Classique, tout est dans le dans le titre. Exactement. On va ne pas laisser tomber nos trains puisqu'on parle auto. Exactement, puisque on parle de trains roulants, bien évidemment. Voilà, les trains roulants. Alors vous savez, les fléaux aujourd'hui, les ralentisseurs. Voilà, les nids de poule. Voilà, ralentisseurs, nids de poule, coup de trottoir, tout ça. Ça le coup. Quand votre pire ennemi est transformé en suspension de voiture, je peux vous dire, c'est pas terrible. Donc on verra que tous ces trains maltraités, eh bien, ça peut amener à des grèves d'efficacité. Je vais me dire grève des trains, il n'y a rien de nouveau, ne nous apprenez rien, mais bon, non. Je m'en doutais. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose oui, pour les trains. Voilà. Oui, et nous allons en parler aujourd'hui. Et puis on va parler aussi d'intelligence artificielle. Ce qui apportera un peu d'intelligence dans cette émission, même si elle est artificielle. Voilà. On verra comment a été développée l'idée de cette intelligence artificielle qui va pouvoir vous répondre au téléphone quand vous appellerez votre concessionnaire. Elle s'appelle Sandra. Voilà. Alors, elle est gentille, moi, Sandra. Je pourrais rajouter. Non, mais la nuit, elle doit avoir froid, Sandra. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas la ref, vous pouvez poser la question sur la page Facebook. Si elle a des couettes. Bon, c'est n'importe quoi. Je pense que le mieux, c'est de prendre un gagnant. Aude au standard, elle est morte de rire. Et puis, vous le savez, sur la première heure, eh bien, on vous a offert, des entrées VIP pour 2 personnes pour les courses de Pâques sur le circuit de Nogaro. On va réoffrir de nouveau, avant midi, de nouvelles places pour 2 personnes en VIP. C'est vraiment un vrai bonheur. Mais pour le coup, eh bien, on avait déjà eu 3 gagnants au début de l'émission. C'est Maryse que j'accueille avec nous au 0826 300 300. Bonjour Maryse. Bonjour Maryse. Oui. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous habitez à Tarbes. Oui, à côté. Et vous allez venir dans le Gers? Bon, c'est pas loin. Bah non, je sais bien que c'est pas loin. Comme d'ailleurs Jean-Joseph qui nous a appelé de Dax et qui a aussi donné la bonne réponse, tout autant que Bruno, lui qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques, qui nous a donné aussi la bonne réponse à la question que je posais. En quelle année ont été créées les fameuses courses de Pâques, Maryse? En 1968. Eh ben, c'est gagné. Ah oui. Ouh, c'est gagné. J'ai un ami. Pardon? Chouette, je dis. Ah bah oui, vous allez y aller avec qui? Avec mon compagnon. Oh, il a de la chance d'être à vos côtés, votre compagnon. Dites donc, c'est cool, on va vous envoyer tout ça. Aude vous a chouchouté aux petits oignons. Bravo de nouveau à Jean-Joseph et à Bruno. Et restez bien avec nous parce que on va offrir de nouveau avant midi des places. Je vous rappelle, Maryse, c'est le 19, 20 et 21 avril prochain. C'est bientôt, oui. C'est pendant Pâques. Super. Il n'y a pas que les cloches qui vont passer sur ce coup-là. Je vous embrasse fort, Maryse. Passez un bon week-end. Allez, on parle auto, mais on parle pneu et on parle train. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et pour tous ceux qui ont la page Facebook en ligne actuellement et qui regardent l'émission en direct avec nous, vous voyez que notre ami Jean-Luc a un petit sourire très sympa. Oui, c'est une émission qui déraille, c'est pour ça qu'on parle de train aujourd'hui. Voilà. Alors, on va parler de train. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as voulu parler de train ? Parce que c'est important pour les départs en vacances. Mais non, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui étaient avec des voitures qui avaient plein de problèmes liés à ces fameux réglages de train et qu'ils n'étaient pas au courant. Alors je me suis dit, tiens, on va faire appel à un vrai spécialiste, Sylvain Estrade, qui est avec nous, qui est directeur commercial de Provac. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Provac, vite fait. Excusez notre bonne humeur. Hein. Mais c'est bien, c'est un test. Ça fait plaisir à entendre. Alors Provac. Oui, Provac, qui est un spécialiste des équipements, des consommables et d'outillage autour de la roue, donc tout ce qui concerne le pneumatique de tous les véhicules roulants, l'automobile, le poids lourd, le génie civil, l'agricole, etc. Donc notre métier depuis 78. D'accord, vous fabriquez donc l'outillage qui va permettre aux professionnels de régler ces fameux trains roulants, voilà, qui sont, c'est ce qu'on appelle la géométrie en général sur les véhicules, c'est ça. Tiens, je voudrais qu'on repositionne. C'est un terme, voilà. Ça regroupe quoi là-dedans ? Alors, la géométrie, c'est l'ensemble des réglages du véhicule. Donc, c'est relativement large. On parle souvent de parallélisme, mais le parallélisme, c'est finalement que une part de la géométrie. C'est vraiment l'alignement des roues d'un même essieu pour que les roues soient parallèles, tout simplement. Alors, quand les roues sont pas parallèles, c'est ce qui cause les dérives qu'on a sur les véhicules. Le fait que vous lâchez votre volant, le véhicule va tirer à droite ou à gauche, que les pneus vont s'user. Et puis, vous avez effectivement tout un tas d'autres réglages qui composent la géométrie, en plus du parallélisme, qui peuvent être les chasses, les pivots, le réglage du train arrière sur certains véhicules. Vous parliez tout à l'heure d'Audi avec votre intervenant précédent. Sur les Audi, par exemple, il y a beaucoup de réglages avant et arrière. Donc, c'est pas qu'un simple parallélisme qui se règle sur les Audi. C'est vraiment la totalité de la géométrie qui se fait. Et vous avez d'autres véhicules plus simples qui ne règlent que le parallélisme des roues avant. Voilà. Bon. Ça dépend des voitures. Alors, pourquoi ça se dérègle tout ça ? Alors ça se dérègle parce que, vous l'avez dit aussi, c'est très sollicité quand vous roulez. Vous avez les dodanes, les nids de poules, les trottoirs, tous ces stocks finalement que reçoit le pneumatique et donc le véhicule, qui va créer des jeux et des déréglages de son train roulant et qui cause le problème de l'usure ensuite des pneumatiques et des dérives qu'on connaît parce que le train est déréglé et c'est la raison pour laquelle il faut régler ses pneus. Alors, l'autre raison, oui, on vous écoute, elle est économique, ouais. C'est que des pneus, un train roulant qui est bien réglé va faire rouler vos pneus beaucoup plus longtemps et donc vous coûteront moins cher sur la durée, quoi. Et puis il y a de la sécurité également parce que j'imagine qu'avec des trains mal réglés, la tenue de route doit être moins bonne. Alors, la tenue de route est effectivement moins bonne, c'est la problématique. Les jeux font que vous avez une perception de votre véhicule qui est moins bonne, donc il y a un besoin de réglage de l'ensemble du train roulant, et donc effectivement la géométrie est la finalité de tout ce réglage. Avant, il y a tous les changements de pièces qui peuvent exister, les rotules, les biellettes, etc. Mais l'ami Jean-Luc et Sylvain, est-ce qu'il faudrait le faire régulièrement du coup ? Mais ne pas attendre qu'on change les pneus ? Déjà au contrôle technique, il y a une vérification, on est d'accord Sylvain ? Oui, il y a une vérification de la dérive, c'est-à-dire que le contrôle technique vous indique comment votre véhicule va rouler lorsqu'il est sur la route. Est-ce qu'il va rouler droit ou est-ce qu'il va effectivement tirer d'un côté ou de l'autre ? Donc le contrôle technique mesure par ses outils la dérive du véhicule. Mais la question, Laurent, c'est bonne. Effectivement, il y a des réglages à faire. Alors, je ne peux pas régler en permanence parce que, entre guillemets, à partir du moment où vous êtes sur la route, vous avez un risque de dérégler votre géométrie. Simplement, il faut regarder l'état de vos pneumatiques de façon régulière, comme on en fait la pression. Et en plus de la pression, il faut regarder la surface du pneumatique et voir dans quel état il est. Et si vous décelez une usure qui est anormale, effectivement, il faut penser à faire un réglage. Ceci étant, vous pouvez aussi, lors de vos visites chez vos réparateurs, garagistes, pneumaticiens, à demander à ce qu'on regarde vos pneumatiques, son état et les jeux dans votre train roulant pour faire en sorte que votre véhicule puisse fonctionner correctement. Si j'ai mon volant qui vibre, quel symptôme le plus habituel, on dira, c'est un problème de réglage de train ou c'est juste un équilibrage de roue ? Alors,
c'est une bonne question également. Je sais que vous connaissez la réponse. Ouais, je suis un vicieux, je pose des questions dont je connais les réponses. L'équilibre. Alors la vibration dans le volant n'a rien à voir avec la géométrie ou le parallélisme. C'est effectivement un problème de poids de la roue et du fait que votre roue va tourner entre guillemets de façon anormalement déséquilibrée. Donc elle va pas être complètement ronde et elle va tourner. Alors ça, c'est dû entre autres au fait que le manufacturier, quand il fabrique un pneumatique, va coller une bande de roulement qui à un moment va avoir une jointure. Cette jointure-là, elle crée un petit balourd, si on peut dire. Et vous avez également la jante du véhicule qui, elle aussi, n'est pas parfaitement équilibrée et arrive à avoir des petits défauts, un petit voile, si on peut dire. Et donc, effectivement, il faut que par l'équilibrage, on puisse régler cette vibration pour éviter qu'on ait des vibrations dans le volant. Mais l'équilibrage et le parallélisme ou la géométrie sont deux choses complètement différentes. D'accord. Ça se règle comment, ça, la géométrie, et ça se fait où? Parce qu'il y a des appareils beaucoup avec plus modernes. Équerre, aujourd'hui, à l'époque, ça se faisait, ça se faisait entre guillemets à la main, mais aujourd'hui, on a des outils quand même plus modernes avec des lasers. Alors ça s'est fait effectivement avec des règles et des compas, avec ensuite des projecteurs qui étaient sur un mur, et puis aujourd'hui c'est avec des outils en 3 dimensions qui prennent les mesures de vos 4 roues et qui vous permettent de vraiment faire un réglage optimum et beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr, donc avec beaucoup plus de technologie que ça existait il y a 50 ans en arrière. Ceci dit, on peut régler effectivement un parallélisme, mettre des roues parallèles entre guillemets avec une corde et une barre, quoi. C'est pas impossible à faire. Il y a eu carrément. Il y a eu des changements avec les véhicules électriques aux plateformes beaucoup plus lourdes. Enfin, les véhicules sont beaucoup plus lourds et les plateformes qui sont différentes. Alors, il n'y a pas de changement en soi. La nécessité de régler en fait ces véhicules reste la même, puisque effectivement il faut le faire régler. Effectivement, le fait qu'il y ait plus de poids sur les trains roulants peut provoquer certainement des jeux plus forts sur la route, avec les imperfections qu'on connaît sur la route, les petits trous, les bosses, etc. Mais effectivement, la nécessité de réglage est la même, qu'elle soit sur un véhicule thermique ou sur un véhicule électrique. D'accord. Bon, quand même, ça coûte cher un réglage. Vous allez me dire, ça dépend de ce qu'on fait. Alors, je sais que vous allez me dire, ça dépend. C'est exactement ça. Mais ça va de combien à combien? Je dirais le prix moyen, c'est 60-70 € pour un parallélisme simple. Donc le contrôle en fait de la géométrie et le parallélisme, le réglage du parallélisme. Et ensuite, s'il y a des réglages de frein arrière, ça peut aller beaucoup plus loin. Et ça, vous pouvez le faire, parce que j'ai pas répondu à votre question, Jean-Luc. Chez tous les professionnels de la réparation, donc les garages, les agents de marque, les réparateurs agréés maintenant, les concessionnaires, les pneumaticiens, les spécialistes du pneumatique. Donc c'est vraiment le métier, c'est vraiment des gens qui connaissent particulièrement ce métier. Et les centres auto, donc c'est le métier également, puisque historiquement c'est eux qui vendent du pneu depuis très longtemps. Donc c'est des gens qui sont spécialisés et qui sont équipés pour régler les géométries des véhicules. D'accord. Mais ils ont la compétence aussi, parce que parfois c'est ça qui manque. C'est pas le matériel. Le matériel que vous vendez, j'imagine, il est bien, mais il faut savoir s'en servir. Alors, il faut savoir, c'est la raison pour laquelle on propose des formations sur ces outils pour vraiment que l'utilisation soit optimum et que les mises à niveau puissent se faire facilement. Donc oui, il faut un bon outil bien réglé. D'ailleurs, il y a des calibrations qui se font sur ces outils afin de pouvoir être certain. D'ailleurs, pour la géométrie et pour l'équilibrage, c'est pareil. Il y a de l'étalonnage qui se fait pour permettre d'avoir toujours le bon réglage et de proposer la bonne prestation en fait à l'automobiliste. Après, la vraie problématique, c'est comme tous les métiers, c'est qu'il y a des très bons spécialistes. Il y en a qui le sont un peu moins, effectivement. Mais globalement, quand même, pour en tout cas nous travailler avec tous les professionnels de la réparation et particulièrement historiquement les pneumaticiens, les centres auto, les concessionnaires, on a quand même une très large majorité des professionnels qui sont des grands professionnels et qui connaissent très bien leur métier. Bon, c'est cool. Il n'y a pas de souci particulier. Merci beaucoup. Merci Sylvain Estrade. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci. Directeur bonne journée. Commercial de Provac. Quelques petits messages sur Facebook, l'ami Jean-Luc. Yes. Déjà, on a beaucoup de gens. On a Jean qui vient d'arriver, qui nous dit bonjour. Stéphane est là. On a Élie également. On a Nathalie. On a Bernard. On a plein de gens. Voilà, ils envoient plein de pouces comme ça. C'est cool. Juste, on a repéré que vous étiez tous. Enfin, en tout cas, vous êtes très en forme. Stéphane dit tiens, ça y est, on les a perdus. Il y a Nathalie qui dit en forme Jean-Luc. Et en plus, il est bronzé, dit Bernard. Et donc, vous marquez les esprits aujourd'hui. Ouais. Allez, à suivre. On va marquer les esprits aussi avec la question de David. Et continuez de réagir sur la page Facebook.
Facebook. Donc, 2 questions à 100 €, ça fait 200 €. Voilà. Et quant à moi, j'aurais une question à vous poser avant midi pour vous faire Ça gagner fait 100 de nouveau € des places pour les courses de Pâques. On va poser la question de notre ami David dans quelques instants. Et bien sûr, après, on ira se promener du côté de Deauville. On a encore plein de choses à vivre avec vous avant midi. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et juste avant d'aller découvrir un classique à Deauville, eh bien, on va accueillir David qui est avec nous au 0826 300 300. Et si vous nous souhaitez, venez nous rejoindre, on vous souhaite bien sûr la bienvenue, comme à David. Bonjour David. Bonjour David. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. Je suis content parce qu'on m'a contacté, on m'a dit que j'ai gagné les places de la course de Pâques. Donc je vous appelle pour ça. L'œuf de Pâques, vous avez gagné. Non, c'est la cloche. Vous avez gagné la cloche de Pâques. Ding dong. Non. Mais par contre, j'ai vu vos questions. Vous allez avoir un beau déplacement à La Rochelle. Ah, alors racontez-nous, expliquez-nous. Vous allez voir, ça s'est un peu arrangé. Comme c'était la semaine dernière, on a eu pas mal de coups de téléphone dans la semaine et ça s'est un peu arrangé. Donc je vous explique vite fait ce retour d'expérience avec Kia, qui ont peut-être des petits soucis de communication, je pense. Donc on a une Kia Niro EV, c'est pour ma femme qui est infirmière, en LLD qu'on avait pris à La Rochelle. Donc on doit rendre le 16 avril. Kia étant, je peux dire trop bien. Oui. Kia étant nous refuse la prise en compte du véhicule parce qu'ils n'ont pas de stock. Ils n'ont pas de place en parking en fait. Donc on en a appelé plusieurs, c'est pareil. J'ai appelé Kia France qui me disent une LLD se rend où on a pris la voiture. Ouais, j'ai fait la même chose et ils m'ont dit c'est un contrat que vous passez avec le concessionnaire. C'est pas avec Kia France que vous passez le contrat. Qui a fourni la voiture au concessionnaire et c'est vous qui avez un contrat avec le concessionnaire parce qu'il doit reprendre la voiture. Donc il y a un prix qui a été décidé au départ. Donc c'est celui qui vous l'a proposé qui doit la reprendre. D'accord. Donc en toute logique, si vous l'avez pris à La Rochelle, vous devez la rendre à La Rochelle. Voilà, donc c'est ce que... Alors, LOA, c'est pas comme ça, LLD, c'est comme ça, apparemment. Donc, on a quand même contacté pas mal de monde, enfin, les gens qui étaient censés nous renseigner. Donc, La Rochelle nous a très bien renseignés. Et en fait, il y a une solution, ça pourra servir pour les autres. Il y a 3 solutions. Il y a soit on la rend chez eux, soit on la rend à Mobility Center. Mobility Center, c'est des centres où ils prennent les voitures et ils se débrouillent après pour les renvoyer en concession d'origine. Donc ça, c'est Chilly-Mazarin. Nous, on est dans les Sommes, donc c'est très bien. Donc la deuxième solution, c'est soit un Kia veuille bien nous la reprendre, après la valeur résiduelle fait qu'il la rachète ou il la rachète pas, ou alors on fait convoyer le véhicule dans un Mobility Center. D'accord. Donc c'est la solution que vous allez choisir, Mobility Center. On va la ramener à Chilly-Mazarin et puis donc il y a quand même, ça peut servir pour les autres personnes, il y a quand même une solution. Par contre, Kia France nous a pas renseigné là-dessus. C'est vraiment La Rochelle qui nous a renseigné pour savoir comment mais je vous ai dit, en fait, Kia France, là-dedans, ils sont extérieurs à tout ça. En fait, eux, ils fournissent le véhicule au concessionnaire et puis après, c'est leur sauce à eux. Donc, Et eux, ils me disent qu'il n'y a pas de concessionnaire Kia en France, c'est que des mandataires, enfin pas des mandataires, mais... des agents, des quoi? Voilà, ils ont des contrats d'agents, des franchisés, voilà. Mais en tout cas, une des questions que vous posiez dans votre mail, David, c'était que vous pensiez que la valeur résiduelle ne les intéressait pas, mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut la rendre là où normalement vous l'avez achetée, en fait. Voilà. En fait, ils peuvent la racheter en concession. Ils me disaient, mais si on en reprend une. Si on reprend pas une voiture, ils en veulent pas. Ah bah c'est ça. Et vous aviez une autre question? Vous avez une autre question, là on va rigoler. Alors, vite fait pour vous dire, on prend une autre voiture, du coup une Renault 5 bleue et c'est super, franchement. Ah top, l'électrique là, la dernière Renault, non pas celle de mamie. Ça c'est bien. Sinon vous voulez mettre un boîtier additionnel sur votre... Alors c'est pas sur celle-là évidemment, parce que je me posais la question, j'ai vu sur internet que, un voisin qui a ça, les boîtiers additionnels sur un véhicule, soi-disant que ça consomme moins, il y a un petit peu plus de puissance, plus de couple, mais est-ce que c'est vraiment efficient ou c'est... Alors, on explique le boîtier additionnel pour tous ceux qui écoutent. Vous avez mis la marque là, Turbo. Oui, j'ai mis la marque, je peux la dire.
c'est les champions des produits illégaux. Alors d'abord, ils vous proposent. Alors déjà, quand on regarde sur leur site, ils vous proposent ce boîtier additionnel à 99 €. Qu'est-ce qu'un boîtier additionnel, messieurs ? C'est un boîtier qu'on rajoute en parallèle du calculateur et qui va modifier certains paramètres ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a plein. Les boîtiers, quand vous les ouvrez, il n'y a rien dedans. Alors eux, ils vous proposent plus 30% de puissance, plus 40% de couple et moins 20% de consommation. Alors déjà là, on doit se dire quand même, il y a quand même un gros lézard. Ils vous proposent une garantie 10 ans. Ils disent que la garantie constructeur est préservée. Et sur le site, il y a 98% d'avis favorables. C'est un peu comme un vote démocratique en Russie. Vous comprenez que c'est totalement bidon. En plus, c'est à brancher soi-même. Donc, et vous allez voir, quand on cherche un peu plus loin, parce qu'il faut aller plus loin. Bon, alors déjà, siège social au Luxembourg, ça veut dire que vous allez dans le baba si vous voulez faire vous allez voir, c'est assez drôle. Ah là, ça y va. Donc, là. si vous voulez les attaquer en justice, ça va être compliqué. Alors, vente uniquement par correspondance, ça leur évite qu'on leur tape dessus. Dans les conditions de vente, il est précisé que ces produits sont non homologués par les constructeurs et les assureurs et que leur usage est réservé à la compétition. Voilà. Ils disent qu'on peut le débrancher rapidement si besoin. Non, il est aussi écrit que les gains sont variables. C'est-à-dire qu'en gros, le plus 30%, plus 40%, moins 20%, ça peut être 0 puisque c'est variable. Et surtout, il est précisé que la garantie, puisqu'ils peuvent mettre 10 ans, ne s'applique pas pour un mauvais montage ou une mauvaise utilisation. En clair, si vous avez roulé sur la route avec une seule fois, c'est une mauvaise utilisation, donc la garantie ne s'applique pas. Donc le truc, c'est bidon à 200%. Voilà. Le coup ça mériterait même d'être dénoncé à la répression des fraudes. La DGCCRF. Alors le truc, c'est que ils sont pas en France, ils sont au Luxembourg. Voilà. D'accord. Donc on rappelle la marque. Turboost. Mais donc, on va rappeler que les boîtiers non homologués sont interdits purement et simplement. Ou même le truc, la puce que vous rajoutez qui augmente la puissance, c'est interdit également. C'est écrit en tout petit, réservé à un usage compétition. Si vous avez un problème avec... L'assurance ne vous couvrira pas. Alors l'assurance vous couvrira pour s'il y a des dégâts à un autre véhicule, mais pas les dégâts de votre véhicule. Et si vous blessez quelqu'un, vous pouvez payer toute votre vie. Donc faut pas jouer avec ça. Bon, écoutez, David, merci parce que votre mail sur lequel il y avait plusieurs sujets permet quand même de découvrir que il y a des produits qu'il faut pas acheter, ça sert à rien et ça sert au plus grand. Donc on vous embrasse, David. C'est assez rapide, ça va ? Ouais, vous avez été parfait. Drôlement bien. Non mais on sent que vous êtes habitué maintenant à écouter l'émission, c'est cool. On vous embrasse, David. Passez un très très beau week-end et merci aussi grâce à David, on a aussi appris que si on prenait une voiture en LDD dans un garage, c'est dans ce garage-là, sinon voilà. Dans quelques instants, nous on va aller se promener à Deauville avec Jean-François, l'organisateur du Classique Deauville, et qui sera avec nous en direct. Et puis mon petit doigt me dit qu'on va parler d'un nouveau jeu pour vous faire gagner des entrées pour les courses de Pâques du côté de Nogaro en VIP. Restom présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous allons aller nous promener sur les planches de Deauville, mais pas seulement avec notre invité Jean-François Texier, qui est l'organisateur de Deauville Classique. Oui, bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, deuxième édition, c'est ça, de Deauville Classique ? Sous le soleil ce matin ? Sous le soleil, absolument. Ah oui. Ça dure encore. Ça donne envie. Faites-nous bisquer parce qu'on est enfermé dans un studio pratiquement dans le noir. Ouais, mais on est bien. Regardez. Une ville avec de l'exploitation de charbon, de la poussière à l'extérieur. C'est l'horreur. Il est fou. Cet homme est fou aujourd'hui. J'adore. Oui, c'est très beau. Là, on a un beau ciel bleu avec les visiteurs qui se sont inscrits au parking des Anciennes avec leur voiture. Donc là, le parking est déjà plein. Puis on a surtout les 154 exposants de Deauville Classique qui sont au CID de Deauville, avec des voitures de tout budget. Ça va de la Fiat 500 à 8 000 €, à une petite MG à 20 000, et puis après, on passe sur des marques un peu plus prestigieuses, Porsche, Ferrari, Jaguar, etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, avec un thème cette année qui est la course automobile, où on a la chance d'avoir la Formule 1 de Michael Schumacher de 2002 exposée, donc ça c'est super, avec l'autographe de Schumacher sur le volant, donc qui est dédicacé avec son baquet, etc. Donc c'est toujours incroyable d'avoir une auto pareille, avec aussi une Courage qui est là et qui a couru au Mans
et avec l'écurie Le Mâle aussi, qui court au Mans cette année. Donc, Ouais. Jean-François, comment on peut en 2 ans arriver à mettre un événement comme Deauville Classique dans le top des événements consacrés à la voiture ancienne? Ça vous a coûté combien? C'est l'envie et la passion, en fait, parce que moi, ça fait 30 ans que je fais des salons, et je me suis dit qu'à Deauville, il n'y avait jamais eu un salon d'auto ancienne et d'auto classique. Il n'y a qu'à voir, dès qu'il se met à faire un petit peu beau, il y a tous les jouets qui sortent des garages. On voit les TR3 qui sortent, on voit les MG, on voit les Fiat 500, les Austin, les Ferrari, on voit tout. Et au Pays d'Auge, là, on a vraiment une région qui est magnifique pour se balader en voiture. Qu'est-ce que je suis d'accord avec vous. Moi, ma famille est originaire de Pays d'Auge et ma maman, elle habite à Falaise, juste en dessous le Pays d'Auge, et mes grands-parents étaient à Crèvecoeur en Auge. Ah, ça me fait du bien. C'est historiquement, quand même, Jean-François, il y avait autrefois des concours d'élégance à Deauville ou à Trouville. Ah oui, à Deauville, il y avait un gros concours d'élégance qui était très réputé et qui se faisait du côté des planches là-bas. Mais moi, j'ai voulu faire la même chose. Du coup, j'ai fait un mini concours d'élégance qui s'appelle le Trophée Deauville Classique, où là, ce sont les particuliers qui se sont inscrits pour demain, qui vont présenter leur voiture. Il y a une vingtaine de voitures. Ah, il y a quoi? Dites-nous, parce que vous nous dites qu'il y a une vingtaine de voitures. Oui, on veut savoir. Les garçons, attention, moi, je vais me faire. Vous parlez entre vous là. Après, il faudra nous dire où ça se passe vraiment. Peugeot 204. Oui, non, mais attends. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'après, il faudra que vous nous donniez côté le pratico-pratique et tout. Dites-nous. Alors d'abord, c'est où et on verra quoi. Voilà, dans l'ordre, pour faire plaisir à Laurence. Oui. C'est au CID à Deauville, en face du casino. D'accord. Et c'est au parking Le Normandie. Et il y aura demain donc une voiture. Ouais, l'hôtel, absolument. Il y aura une vingtaine de voitures qui seront exposées demain, avec le président du jury qui sera Olivier De Stefano, qui, avec son équipe, élira les 3 plus belles voitures du trophée. Et aujourd'hui, il y a la parade qui part à 16h. Toujours du parking des anciennes, et là ce sont 80 voitures qui vont partir, et avec leurs propriétaires et l'association Rêve et Volant, donc les enfants hospitalisés, qu'on emmène dans les cabriolets pour aller faire le tour de Deauville. Donc c'est assez sympa, parce que comme il fait super beau là, ça va être génial. D'accord, ça démarre à 16h, c'est ça? À 16h, absolument. On demande aux équipages de se réunir un petit quart d'heure avant dans la voiture, et puis à 16h, on part du parking, et là on verra les voitures rouler, on les entendra. C'est toujours sympa de voir des voitures d'exception rouler, puisque c'est des voitures qui ont 30. C'est quoi le parcours? C'est vite fait. Le parcours, en fait, on sort du CID, on tourne à gauche, on passe devant le Normandie, le Novotel, on va à l'entrée de Deauville, carrément. D'accord. Et après on tourne à droite, on fait demi-tour, et on traverse tout Deauville de part en part. D'accord, donc tous ceux qui sont à Deauville verront la parade des voitures anciennes. Absolument, ouais, exactement. Ouais. Donc c'est assez sympa. Ouais. Et puis si ça vous fait envie et que vous n'avez pas de voiture ancienne, vous pouvez toujours vous rendre à la vente aux enchères à 17h30 pour vous payer une voiture qui vous permettra demain de vous inscrire au trophée de Deauville Classique et éventuellement gagner un prix. Ouais, c'est surtout que la vente a lieu ce soir, et on a de tout. On a de la 205 GTI, on a de la Jaguar, on a une Jaguar qui est à 15 000 €. Donc elle est super avec la cabrio. Et on a plein de voitures. On en a une quarantaine à vendre. Il y en a une trentaine qui sont exposées à l'intérieur du CID avec les 150 exposants. Et il y en a 24 qui sont sur le parking des anciennes à découvrir. Elles ont toutes une petite fiche explicative. Donc elles sont super. On a des pick-up Cheyenne américains qui sont magnifiques. Donc c'est à voir ça aussi. C'est pas mal aussi ça. Côté pratico-pratique, il y a une billetterie. Combien ça coûte? Où est-ce qu'on s'inscrit? Enfin, comment ça marche? La billetterie est sur deauville-classique.fr, et l'entrée est en ligne à 13 €. Donc je vous conseille de faire ça. Ça évite de faire la queue sur place. Sur place, on est à 15 €. Très bien. Puis en plus, c'est plus cher. Super. Pour les moins de 12 ans. Et donc, c'était 3 jours. Ça a commencé hier et ça se termine demain. Ça se termine demain soir. Non, mais c'est bien. Mais c'est un jeune classique, Deauville, 2 ans. Bravo. 2 ans, mais déjà installé. Mais voilà. Puis on prendra des nouvelles du bébé régulièrement. Avec grand plaisir, en tout cas, c'est sympa. On vous embrasse, Jean-François, et dès que je vais voir mes parents, je vous appelle. Et vous me ferez peut-être un tour dans votre voiture. Vous avez quoi, vous, comme voiture? Moi, j'ai un vieux Range de 1989. On s'en fait pas, Ouais, donc, voilà, quoi. La passion est notre moteur, c'est toujours ce que je dis. Oui, c'est bien. Bon, moi, je vais rouler avec mon ami Jean-Luc. Ces voitures me font plus rêver. C'est moche. C'est moche. Je Merci, vous embrasse. Jean-François. Au revoir. Allez, on va continuer de rêver sur Sud Radio parce que, écoutez...
Voilà, on l'aime bien cette musique. De nouveau, j'offre 2 entrées pour 2 personnes. Donc au total, il y aura 4 personnes gâtées. Vous direz donc 2 gagnants avec la personne de votre choix pour les courses de Pâques de Nogaro qui se déroulent donc le week-end prochain, puisque ça s'appelle les courses de Pâques, c'est sur le week-end de Pâques. Voici la question. Quel est le nom de la grande ligne droite qui fait plus de 900 mètres sur le circuit Nogaro? La ligne droite. Non. Quel est le nom de la grande ligne droite qui fait plus de 900 mètres sur le circuit de Nogaro? Allez, je ne vous donne pas la réponse parce que c'est facile. Pour ceux qui connaissent, et si vous connaissez pas, vous avez Google Mon Ami ou dit Alexia ou dit Sud Radio, etc. Allez, à tout de suite pour le nom des gagnants. Et on va parler d'intelligence artificielle. Et ça arrive dans nos vies, évidemment, avec Sandra et surtout avec Skander Sali, qui est le cofondateur de Sandra AI. Bonjour Skander. Bonjour. Bonjour Skander. Bon alors, est-ce que vous savez, Laurence, que 35% des appels en concession ne trouvent jamais de réponse et que ceux qui passent, pour 75%, concernent l'après-vente. Et on a beaucoup de mal, ce que je prenais comme exemple en début d'émission quand on faisait le sommaire, on a beaucoup de mal parfois à prendre rendez-vous juste pour faire l'entretien de sa voiture parce qu'il y a personne au bout du téléphone, au bout du fil. Donc la réponse, c'est d'avoir bien évidemment une intelligence artificielle qui vous répond. Et on a testé cette semaine Sandra AI. Alors Skander, ça vous est venu comment l'idée de développer cet outil Sandra AI? Est-ce que vous étiez comme moi, vous n'arriviez pas à prendre rendez-vous en concession pour l'entretien? On est 3 associés et en fait on a chacun un peu une expertise qui nous a conduit vers Sandra. Vous n'allez pas le dire, alors c'est moi qui vais le dire, vous êtes 3 ingénieurs polytechniciens, donc on va dire la crème de la crème quand même. C'est gentil, vous me faites vous dire. Oui, non mais non. Ça se voit pas en radio, vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait, on s'est rencontrés effectivement à l'école polytechnique il y a presque 10 ans maintenant. Et à travers une expérience professionnelle, en fait, l'un de nous a beaucoup travaillé avec des call centers. Et il a vu, en fait, il y a 5 ans déjà, la vague de l'IA arriver. Et le deuxième, lui, travaillait beaucoup dans le monde automobile, que ce soit avec les constructeurs ou les concessions. Et moi, j'étais spécialisé en IA. Donc, je développais des solutions d'IA et en fait, on discutait ensemble et c'était tout naturel d'aller vers Sandra AI. D'accord. Alors, bon, expliquez-nous comment ça va fonctionner. Ouais. En fait, aujourd'hui, effectivement, quand vous appelez la concession, il se peut, surtout en heure de pointe, que vous deviez attendre 8 à 10 minutes, même plus, pour qu'on vous réponde. Et pour parer à ça, nous, ce qu'on a développé permet d'avoir une réponse tout de suite et vous discutez avec notre intelligence artificielle pour exposer votre problème et pour qu'elle résoudre votre problème. Donc, le cas le plus classique, c'est de prendre rendez-vous pour faire la révision annuelle, par exemple. D'accord. Mais elle est capable de répondre à d'autres questions. On peut avoir une vraie conversation avec cette IA? Ouais, c'est une vraie conversation. Elle peut répondre à plein de questions sur les horaires d'ouverture, si c'est un diagnostic, elle va prendre rendez-vous pour le diagnostic, vous expliquer comment ça va se passer. Vraiment, c'est une vraie conversation, quoi, comme vous et moi. Ouais. Alors d'ailleurs, tiens, avant de continuer, on a parce que le mieux, c'est quand même d'avoir un petit exemple. Alors en radio, de l'audio, c'est fastoche. Ouais. Et pour vous rendre compte du réalisme, en fait, de la conversation qu'on peut avoir avec la fameuse Sandra. On a un petit extrait. Bonjour, je suis Sandra, votre réceptionniste. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous à l'atelier pour une révision, s'il vous plaît. Très bien. Pour prendre rendez-vous pour la révision de votre véhicule, pourriez-vous me fournir la plaque d'immatriculation du véhicule? Oui, alors la plaque c'est FT325CN. Pour confirmer, votre plaque est F comme Félix, T comme Thomas, 3, 2, 5, C comme Charles, N comme Nicolas. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Et donc après, ça va dérouler. Après, elle vous propose des horaires de rendez-vous pour l'entretien de votre voiture. On peut poser des questions spécifiques. Jusqu'où elle est étendue, en fait, cette IA? Ouais, elle est assez étendue. En fait, nous, on a vraiment fait en sorte qu'elle soit experte de l'automobile. Et il y a un truc un peu drôle. Au début, quand on l'a développé, vous voyez, on avait un client qui nous a dit passez la valise. Et donc, l'IA maintenant comprend ce que c'est que passer la valise sur une voiture, quelque chose qui est, vous savez, si on dit ça à quelqu'un dans la rue, c'est pas sûr que c'est pas du monde de l'auto qui comprenne ce que c'est. Ouais, bien sûr.
Ah, si, on comprend un peu quand même, hein, mais si on lui pose des questions un peu personnelles, vous avez prévu des réponses. Il y a des IA dans l'automobile. Je prends un exemple. Vous êtes dans une Mercedes, vous demandez à l'IA dans la voiture ce qu'elle pense des BMW et des Audi. Oui, ça c'est drôle. Elle vous dit, comme vous, puisque vous avez choisi une Mercedes, quoi. Est-ce que vous avez prévu justement, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de la challenger, l'IA, quand ils auront compris que c'est une IA qu'ils ont au bout du téléphone? Ouais, un petit peu, bien sûr. En fait, ça, c'est avec chaque groupe avec lequel on travaille, on peut définir un peu la personnalité de l'IA et la manière dont on répond aux questions. Et donc, il y a des groupes qui ont multi-marques, d'autres qui ont qu'une seule marque. Donc, en fonction de ce qu'ils veulent, on peut effectivement répondre à des questions de manière un peu drôle si on veut donner une personnalité à l'IA. Une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio où tout le monde est très très nombreux, mais ça peut piquer un peu, hein, attention. Ça change peu en fait de ce qui se fait déjà sur les serveurs vocaux automatisés, nous dit Stéphane. Quelle est la différence le plus qu'apporte Sandra IA? Ouais, aujourd'hui la grosse différence c'est qu'un serveur vocal automatisé, quand vous répondez, ça vous donne une liste à n'en plus finir, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Mais ça ne comprend pas ce que vous voulez et ça ne répond pas à votre demande, quoi. Votre demande n'est pas traitée. Il y a un humain qui vous traite derrière. Aujourd'hui, nous, elle traite la demande directement et le rendez-vous est pris et il est confirmé. D'accord. Ah oui. Ça fait peur quand même un peu. Enfin, ça fait peur. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Est-ce que réellement, ça va remplacer les gens qui s'occupaient du standard dans les concessions? C'est ça, en fait, la question. Nous, le but, c'est pas de remplacer les gens, parce qu'en même temps, une réceptionniste en concession ne s'arrête pas à répondre au téléphone. Il y a tout l'accueil en personne qui est extrêmement important pour l'expérience client. Et le but, en fait, c'est que on puisse délester un peu la charge d'appel pour la réception, pour qu'elle puisse s'occuper mieux des clients qui sont, eux, en présentiel à la concession. Oui. Et puis en plus, là, ça sera open 7 jours sur 7, 24 sur 24, j'imagine. Exactement, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, autant d'appels en même temps que l'on veut, donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. D'accord. Et pourquoi Sandra, tiens? Alors, si c'est pas perso, c'est pas perso. Non, c'est pas perso. On avait on était bon sur la théorie, mais avant de lancer la boîte, il a fallu quand même se confronter un petit peu à l'opérationnel. Et donc, on a été en concession pour discuter avec des réceptionnistes et des concessionnaires pour comprendre mieux leurs problèmes au jour le jour. Et une des premières réceptionnistes avec lesquelles on a discuté s'appelait Sandra. Et donc, un peu en hommage à cette dame, on a nommé notre entreprise avec son prénom. D'accord, très bien. Ça sera fonctionnel quand et chez qui? C'est déjà fonctionnel. Il y a déjà quelques concessions en France qui ont mis ça en place. Donc c'est déjà disponible. Bon, de toute façon, c'est dans l'air du temps. On va téléphoner à Sandra. Quand on s'ennuie le soir, on peut l'appeler. Elle peut répondre à des questions un peu perso, non? Moi, je reste quand même, excusez-moi, je trouve très bien Scander, je trouve ça génial. Et moi, l'IA, j'aime bien aussi, mais quand même, je préfère quand c'est quelqu'un de vrai qui me répond. Voilà. Mais c'est très personnel et je suis de la vieille école. C'est ça le problème. Quelqu'un de vrai qui répond, c'est bien, mais quelqu'un de vrai qui ne répond pas, comme c'est alors moi, je vais faire de la pub pour BMW. Et quand vous les appelez, il y a toujours quelqu'un qui répond. Mais ceci étant dit, c'est qu'un exemple positif par rapport à tous les négatifs. Le concessionnaire en question. Mais de toute façon, on est dans l'air du temps de l'IA. En tout cas, bravo Scander à vous et à vos deux collaborateurs, associés, amis, ingénieurs. Merci beaucoup. Voilà, ça s'appelle Sandra IA, si vous voulez regarder un petit peu ce que c'est, il y a pas mal de petites infos aussi sur Internet. Allez, à suivre, on va vous accueillir, puisque vous savez que cette émission, ce n'est pas une intelligence artificielle du tout, l'ami Jean-Luc. C'est une intelligence. Il n'y a pas d'intelligence du tout, d'ailleurs. Mais si, j'allais conclure en vous faisant un vrai compliment. Bon, mais voilà, c'est lui, c'est le gars Jean-Luc, quoi, c'est l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Salut Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de m'accueillir. Ça aurait été rigolo d'avoir une auditrice qui s'appelle Sandra. Moi, je suis une vraie Catherine. Hein. Vous n'êtes pas une IA au téléphone alors. Comment ça va? Ça va très bien, comme je disais dans mon petit message, je suis une bagnolarde comme Laurence. J'aime la voiture, j'aime la route, mais aujourd'hui j'ai une grosse question parce que je pars de la région parisienne. Je vais rejoindre le monde rural avec mon mari Steve et on voudrait s'acheter une petite voiture fun, un pick-up. Mais alors attendez, quand vous dites une petite voiture, un petit pick-up, ça n'existe pas, hein, donc. Non, c'est vrai, c'est déjà gros. À part les petits gâteaux là qui s'appellent des pick-up avec du chocolat, c'est le seul truc petit en pick-up que je connais. Et le Jimny là, avec ses deux places, c'était pas loin.
Non, mais un Oui, pick-up, c'est mais- forcément. Puis si Oui, si vous t'as partez en province, Mais voilà. où D'ailleurs, si vous on veut partez savoir en province, vous pouvez avoir une voiture plus grosse, plus encombrante. C'est Mais pas oui. gênant. C'est gênant chez nous, en région parisienne, mais ailleurs. Vous ça l'est allez pas. où? Dans le Périgord. Oh, j'adore. Oh là là, c'est lequel? bien. Le pourpre, le vert, lequel? Le noir. Le noir. Ah. là là là. Donc l'adresse à fixer, donc vous nous envoyez un mail pour nos prochaines vacances. Voilà. Alors, vous m'avez envoyé dans votre message, vous me dites j'ai un budget de 20 000 euros. Donc j'ai regardé. Et vous voulez un truc qui soit fiable, solide, fun. Ouais. Bon, Ouais. de toute façon, vous savez quoi? Il y a un choix. Ça m'arrange. Il y a un choix, c'est la voiture la plus solide du monde. C'est une voiture, elle est immortelle. D'ailleurs, c'est l'épisode dans Top Gear Angleterre qui m'a fait le plus rigoler. Ils ont essayé de détruire un Toyota Hilux. Ils n'ont jamais réussi. La marée est passée dessus. Il a redémarré. Ils l'ont mis au sommet d'un immeuble qui a été détruit. Il a redémarré. Enfin, c'est un truc de dingo. Alors, pour vous, avec votre budget, vous pouvez avoir un Hilux 3 ou un Hilux 4. Le Hilux 3, c'est de 2005 à 2016. Alors, on a des images. Parce que le Hilux, alors... il n'y a pas de problème de Takata, là? Non, le Hilux, il est fabriqué, c'est ça. Il est beau. Ouais, il a une belle il est petite beau, il est tronche, fun, il est fabriqué en Afrique du Sud. Et donc, j'avais eu la chance d'aller l'essayer en Afrique du Sud. Vous êtes un homme heureux, vous, hein? Voilà. Et donc... Bah ouais, pas de chance. Alors, c'est vous, là, on vous voit, on voit vos mains. Et vous savez quoi? Il y a des Hilux, alors on en trouve dans les annonces entre 350 000 et 400 000 km. Alors, oui, moi aussi, j'ai pensé que évidemment, ça dure encore longtemps. Évidemment, on peut en avoir pour beaucoup moins cher. Alors, ces nouvelles générations, là, c'est pas la dernière génération, mais ces générations de Hilux, c'est beaucoup moins rustique que ça l'était autrefois. C'est confortable, vous pouvez transporter plein de trucs dedans. Alors, vous avez du simple ou du double cabine, je sais pas ce qui peut vous intéresser. Simple cabine, ça ira bien. Juste deux places, quoi. Ouais. Deux places, voilà. Vous, sur les sites d'annonces de voitures, vous en trouverez du Hilux 3 en 2,5 litres, D4D, 144 chevaux, ça marche très correctement. Vous pouvez vous en servir comme voiture tous les jours, comme utilitaire, ça grimpe aux arbres. Il y a même des éléphants qui peuvent monter dedans. Ça trompe énormément. Voilà. Non, ça, c'est pour moi le choix idéal, c'est ça. Vous avez des Hilux 4 aussi. Alors c'est la génération d'après. Vont être limite au niveau budget à 20 000 euros. On va peut-être être limite avec le Hilux 4 qui est un peu plus puissant, mais c'est le même véhicule à peu près. Et c'est de toute façon beaucoup mieux que les deux concurrents. Il y a que deux concurrents en fait. Il y a le Nissan Navara et il y a le Mitsubishi L200. Mais franchement, le Toyota, il est un cran au-dessus, quoi. Si vous voulez de la longévité. Vous disparaîtrez avant la voiture. Voilà. Oula. Vous faire à cette idée-là. Merci. Non, Catherine. Non, Catherine. Non, je suis pas d'accord pour changer de voiture. Non, mais en fait, voilà, c'est vraiment une voiture costaud de chez costaud. Quoi. Évidemment. C'est super d'avoir votre avis. Merci beaucoup. Et vous pourrez partir en Afrique. Vous regarderez les images. Là, vous regarderez la rediffusion. Vous verrez. Vous pouvez même partir au bout du monde avec. Pas forcément que dans le Périgord. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Une question là, parce que la voiture, elle aura combien de kilomètres à peu près? Là, vous trouverez un engin à 150 000 km, mais ne vous effrayez pas. Voilà, c'est ça. Ne vous effrayez pas du kilométrage. Du coup, là, c'est des prix que tu as trouvé, l'ami Jean-Luc, particulier. C'est aux alentours de 19. Ceux que j'avais notés étaient aux alentours de 19 000 euros. Donc, on le fait expertiser quand même, mais on n'a pas pas de doute. Franchement, le genre de voiture qui tombe presque jamais en panne. Bon, 150 000 km, elle est juste finie son rodage en fait. Elle a fini son rodage, c'est ça. Bon, Catherine, on vous embrasse. Si vous trouvez votre bonheur, une petite demande. Et vous allez trouver, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai pas fini ma phrase. D'ailleurs, je me suis dit tiens, pourquoi j'achèterais pas un pick-up? Ah, c'est bien. Dans Paris, pour monter sur les routes d'Hidalgo. Oui, bien sûr. Vous nous envoyez des photos quand vous le trouvez. Ça marche. On vous embrasse, Catherine. Comme ça, je pourrais jouer les je pourrais jouer les globes trottoirs. Et vous faites comme notre amie Catherine, vous nous écrivez, vous avez besoin d'un conseil de l'ami Jean-Luc. C'est parti, je participe @sudradio.fr et vous mettez bien en parle auto dans l'objet de votre mail et vos coordonnées. Tac, tac, tac. Ah, il y a quelqu'un derrière la porte. Pour notre grand jeu, vous savez que Sud Radio vous offrait des places en VIP pour aller vivre les courses de Pâques au circuit de Nogaro dans le Gers. Salut Stéphane.
Et bonjour. Et ben voilà. Bonjour Stéphane. La question était la suivante. Quel est le nom de la grande ligne droite qui fait plus de 900 mètres? L'aérodrome. Voilà, la ligne droite de l'aérodrome. Bah, c'est gagné, Stéphane. Vous irez avec la personne de votre choix. Bah, oui, super. Et en VIP. Eh ben, c'est super géant, très content. Et on va aussi féliciter Laurent de Carignan, pas très loin de Bordeaux, là, qui est le deuxième gagnant de cette deuxième heure. On vous embrasse tous les deux. Passez un bon week-end, Stéphane. Merci vous aussi. Et pensez un jour à parler sur les SAB, parce que moi, je suis un collectionneur de voitures. Les SAB. De SAB. Mais oui, S-A-A-B. Mais oui, il faut qu'on en parle. Bien. J'adore. Mais SAB, c'est bien, mais ce sera donc pour une prochaine. Merci à Aude qui a réalisé le standard, Anthony l'émission, Jean-Luc Moreau le rire. Et on vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je serai le marchand de sable bientôt. Ouais. Et n'oubliez pas, rugby à partir de 16h. Gros rendez-vous cet après-midi sur Sud Radio. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.